Alors, comme ça on oublie de changer son numéro de carte bleue? C'est pas bien, mon gars. Rien à foutre, vous pouvez rien contre moi. Et comment tu crois qu'on va payer notre matos et notre hébergement? En revendant nos BD? Non, Pied, dis pas ça. Juste, tu dis ça, j'ai des nausées qui montent. Rien à foutre, je suis pas un collectionneur, moi. Prends exemple sur Tots, Chevonne, Stéphane et Carotte, eux, ils ont pas oublié de modifier leur carte bleue dans Tipeee et ils nous soutiennent toujours avec ferveur. Je crois qu'il va falloir peut-être trouver un petit châtiment à la juste mesure de sa traîtrise. Je m'en fous, mort à la dictature, pour une BD libre. Je crois que j'ai la solution. Toi, t'es vraiment un gros pervers. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que... Non, ah non, pitié. Non, me faites pas lire des mangas. Non, je ferai ce que vous voulez, pas des mangas. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui réveille les morts. Bonsoir à tous, une émission assez spéciale car nous risquons d'être un petit peu perturbés car ce soir nous enregistrons en extérieur, nous avons changé de locaux et que nous avons non loin d'ici un concert d'un sosie vocal de Johnny Hallyday. Non, c'est la voix de Johnny. La voix de Johnny. Donc si vous entendez du Johnny en plein enregistrement, ce ne sera pas forcément Isaac. Mais c'est pas grave, il y a les cigales, on est dehors. Non, parce qu'il est vraiment Oui, meilleur Johnny que, aime les il est cigales meilleur que aussi. Isaac. Au bord de la piscine comme d'habitude. Et nous allons parler de bande dessinée. Oh, Je suis avec petit Isaac Johnny. qui fait de la pub pour des lunettes. Oh, petit Jamil. Voilà, en hurlant dans le micro comme d'habitude. Et Thio, salut Thio. Bonsoir. Voilà, tout va bien. Salut, ouin. Je crois on est en train quand même de tester la nouvelle maison de Thio pour enregistrer. Moi, je trouve Eh que oui. c'est quand même rien que ça, c'est la classe. Ouais, c'est top. Voilà, se dire. J'ai envie de dire merci Thio et tu sais quoi? J'ai envie de lever mon verre d'eau. Comme ça, à Non, ta le santé. lève pas trop. Voilà, bon, il faut qu'il achète de la vaisselle, mais sinon sa maison est pas mal. Ce soir, un programme on ne peut plus classique avec du online, mais du online de qualité où Thio va nous parler de crowdfunding. Ouais, des trucs de ouf. Des trucs, j'ai mis des heures à chercher. Je suis allé vraiment dans le dark web. Des trucs de fou. Franchement. Dans le dark web. Ouais. Ouais, parce que toi, Ouais. tu me dis que tu téléchargé sur Tor. Ah, Ouais. pardon. Tiens. Il aime bien s'en mettre plein l'oignon sur Thor. Ok. C'est une blague de geek. C'est une blague. Oui, non, mais oui, parce que le symbole de Thor, c'était un oignon, Mathieu. Mais voilà. Enfin, bon. Ok. Ensuite, on aura des chroniques avec la Horde du Contrevent. Nous allons vous parler des 2 premiers tomes de Descenders, du tome 2 de Nin, de Une nuit à Rome, le tome 3. Excuse-moi, Ouais, j'ai du mal. Une nuit à Rome, T'as j'ai resté quoi ça vraiment dans du mal. l'oignon? Vous savez ce que j'en pense. Hein. Nous allons parler de Sarah, c'est les chroniques de l'île d'Errance, le tome 3. Ça s'appelait Sarah. Voilà. Et le Batman, pas de marinière, mais de Marini. Comme Oui, j'ai corrigé, oui. Oui. Je suis permis de corriger. Oui, ça va. c'est le correcteur automatique. Le correcteur automatique. Marini Voilà. connaît. Voilà, Oui, c'était qui n'est Batman- pas de Jean-Paul Batman en- Gaultier, qui n'est pas de Jean-Paul Gaultier, C'est mais de ça. Marini. Batman en Donc, marinière, j'aime beaucoup. Et puis je crois qu'on va démarrer tout de suite parce que là on dit quand même beaucoup de conneries. Le Dark Sailor. Alors, Que ça, Le premier titre est énorme. wesh, caribou. Voilà, moi j'adorais ça. Il faut le faire avec l'accent. Wesh, caribou. T'es complètement enfermé. Alors donc, ben forcément, je crois que vous avez peut-être un petit peu compris avec le formidable accent de Tizak. Ça se passe aux Zimbabwe. Ça- C'est ça. Il faudrait que t'arrêtes avec tes accents racistes. Le C'est Zimbabwe pas est raciste, froid. c'est un accent local. Voilà, c'est ça. Le Zimbabwe est froid. Voilà, en version froide. Donc du coup, on va suivre en fait dans Wesh Caribou de El Diablo, on va suivre donc son déménagement au Québec. Et ben, Le Québec libre. avec toutes les petites péripéties qu'il va y avoir. Donc c'est les chroniques d'un immigré dans le Grand Nord. Voilà. Ça m'a parlé. Ça t'a parlé. Ça m'a parlé. Quand Bah il parle oui. de l'accent, quand il parle de la poutine, quand il te parle de plein de choses, tu dis OK. Pour les gens qui ont fait un petit tour au Canada à un moment donné dans leur vie. Ça vous parle. Ça vous parle. Donc c'est. Ça t'était le tabernacle. On va pas dire comme ça. On va pas dire comme ça. Donc c'est audition Roukmout, pardon. Roukmout de. Ouais, j'ai oublié une voyelle, ça arrive. Excusez-moi. L'édition Roukmout, donc ça va être je vais y arriver. Un 19 x 15 en 124 pages, un petit format rigide, c'est assez sympa. Pour 14 €, vous avez la BD. Pour 40 €, vous avez la dédicace. Et pour 25 €, vous avez, je trouve, le truc essentiel.
la BD et des porte-clés décapsuleurs. Ah, Le porte-clés décapsuleur. Ça, c'est la vie. C'est le sens même de la vie, d'ailleurs. C'est mieux qu'un Opinel ou qu'un couteau suisse. Hein. Pour info, El Diablo, vous connaissez peut-être parce qu'il a bossé sur du Axolot au dessin. Il a fait du Doggy Bags au scénario. Il a fait Monkey Business, Les Lascars, Un homme de goût au scénario qu'on avait vu dessiné par Avec Chat. chat. Voilà, donc c'est pas un inconnu non plus. Et il a un style graphique qui est plutôt assez sympathique. Et comme de bien entendu, c'est à ce moment-là que mon ordinateur a planté. Donc, je vais vous parler de Si Outé Approuve, qui est donc sur Ulule aussi, qui est dessiné par Flush. Comme à la Kent. Ken Flush, exactement. Alors, on est dans le peu qu'on a, on va dire au niveau du détail, ça fait un peu, on va dire. Ouais, là, Je t'ai perdu, tu m'as perdu là déjà. là, il y a Pied qui regarde ça, il me dit mais putain, mais Qu'est-ce qu'il raconte? qu'est-ce que c'est quoi? Il n'a pas commencé à parler que déjà. Alors, l'environnement fait un peu sembler à une sorte d'état totalitaire, et on va suivre l'histoire d'un gars. Voilà. Et les quelques pages, alors même si le dessin est peut-être pas au top, c'est peut-être pas un dessin ultra réaliste, c'est quelque chose qui est assez étrange. Même au niveau de la colorisation, je trouve Ouais, un que petit peu maladroit parfois, mais là, moi j'aime bien le travail sur la couleur justement, qui est assez, Voilà. assez péchu et original. Bon, et C'est du un coup, bleu, un blanc, un rouge. on est un peu dans cette espèce d'univers un peu totalitaire, et on suit l'histoire d'un gars qui visiblement doit vivre de petits larcins et essayer de survivre plus que de vivre, quoi. Donc c'est fait par Flush. Ça a l'air assez intéressant. Vous avez une petite préface de Patrice Lecomte. Je dis que ça peut être sympa aussi. Donc pour 25 €, vous avez la bande dessinée. Pour 40, vous l'avez signé. Pour 50, vous avez un petit dessin à l'encre noire. Et pour 40 € toujours, vous l'avez avec l'album de NoFlip, enfin un des albums de NoFlip, qui est le groupe de Flush, le dessinateur. Voilà, ça c'est pour les premiers, il reste que 30 disponibles de ça. Voilà. Bien, merci Thio, c'était 2 crowdfunding de qualité. Hein, Certes, pas que beaucoup de deux, quantité, mais mais vraiment de la qualité. qualité. J'espère qu'on sera aussi bon sur nos chroniques. Il y a des trucs qui se lèvent tout seuls, dis donc. C'est pas le vent. Et justement, en parlant de vent, mais quelle merveilleuse transition, je me fais tout seul. Comme si c'était pas fait exprès. C'était trop bon. Donc, Tiens, tu veux un peu de sirop sur ton ordinateur? non, mais ça, tu l'as déjà fait avec du vin, tu as fait une tentative tout Ouais, à mais l'heure alors le avec de sirop, l'eau, je pense c'est que bon. c'est plus violent. Hein. C'est pas faux. C'est caramélisé. Ça, c'est sympa. Donc, on va peut-être vous parler de bande dessinée. On va pas vous parler, donc du coup, je vais vous parler de La Horde du Contrevent, tome 1, qui s'intitule Le Cosmos est mon campement, de Eric Enino au scénario et au dessin, et Gaëtan Georges à la couleur. Alors, on va suivre... on est dans un monde totalement dépouillé. On va suivre un groupe d'humains qui avance à contre-courant d'un vent violent pour en découvrir les origines, pour en découvrir la source, sachant qu'ils subissent ça depuis toujours. C'est une adaptation de l'œuvre de Alain Damasio. Ok. D'un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui est Voilà. vraiment super réputé dans le genre. Qui fait un peu office de référence. Bon, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais le pire, c'est que je l'ai à la maison dans ma bibliothèque. Oh la vache. Ah ouais. Ouais, on me l'a offert. Et en fait, on m'a offert un pack Alain Damasio et j'ai commencé à lire l'autre. Et j'avais arrêté en cours de route, mea culpa, mais en même temps, c'était pour lire des BD. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai pas. Parce qu'on lui force à lire des BD. Mais oui, voilà. Mais du coup, j'ai commencé à La Horde du Contrevent, qui, voilà, on va en parler après, mais c'est plutôt pas mal. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du pitch. Donc, le monde est composé de vastes steppes, de grands déserts, de grandes prairies, balayées en permanence, pardon. Ok, je merci. Balayées en permanence par un vent très très violent. Mais alors, quand on dit violent, c'est violent. C'est-à-dire qu'il vous emporte, vous, les constructions, et si vous n'êtes pas enterré sous terre très profondément, vous périssez dans d'atroces souffrances. Par le sable qui vous racle la peau. C'est ça, puisqu'on est donc au milieu qui du cure désert, les os, en fait. et du coup, c'est ça, Ouais. qui cure un peu les os. On est blanchi sur place. Et il souffle toujours dans la même direction, ce vent. C'est ça qui est un petit peu plus curieux. C'est comme un Mistral. C'est comme un Mistral, mais d'est en ouest. Pas du nord au sud.
compris ? Ouais. Ouais, tu as compris. Et du coup, bien sûr, comme ça fait depuis toujours que ça existe, il y a tout un tas de légendes autour de ça, une espèce de religion, de croyance autour de ça. Donc on a des origines très mystérieuses. Et de fait, on a les humains qui développent un culte autour de ça. Et ils envoient des groupes d'hommes préparés, chacun avec une mission extrêmement précise au sein de ce groupe, remonter jusqu'à l'extrême amont, c'est ainsi que c'est appelé, pour retrouver les origines. Et Mathieu est en train de kiffer sa race sur le concert. Quelque chose de Tennessee là. Donc voilà. Ils sont bons nos casques hein, et nos micros, on n'entend pas Parce que trop. nous, on n'entend pas trop. Mais alors lui, moi j'ai pas c'est bon casque, alors du coup j'entends vachement bien. Et donc régulièrement, depuis des siècles, on a de grandes cérémonies qui mettent en place, qui intronisent ces équipes de volontaires. Et on en est quand même à la 34e horde, 34e groupe de perceurs de vent là, qui vont devoir essayer d'avancer. Et on va suivre donc l'ensemble de ces différents personnages qui sont pour une partie des adolescents quand même, hein, parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont devoir progresser. Ils ont quand même quelques informations sur les distances à parcourir. Mais pour l'instant, personne n'est arrivé encore jusqu'au bout et donc on ne sait pas précisément jusqu'où est-ce qu'il faut aller. Donc on va suivre un scribe qui s'appelle Sov Stroknis, le prince Pietro della Rocca, qui est donc le chef de l'expédition, l'aéromètre Orochi Mélicerte et le traceur Golgoth, qui est donc, ce n'est pas le chef de l'expédition, mais c'est quand même la référence à l'intérieur. C'est lui qui est devant. C'est lui qui est devant, c'est lui qui prend le plus cher, C'est le chef. et du coup c'est lui, c'est lui qui décide de certaines choses, mais qui prend pas les décisions au final, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on repart, etc. Et notamment quand est-ce qu'on fait rentrer ou pas une personne étrangère récupérée sur le parcours à l'intérieur de ce groupe, et cette personne va être assez influente au final face aux péripéties qui vont guetter l'ensemble de ce groupe. Donc voilà, on commence à suivre les aventures de ce groupe. On a quelques péripéties un petit peu fortes pour voir un peu à quoi ressemble précisément l'univers et quels sont les dangers qui les guettent. C'est plutôt une bonne mise en place, je trouve. Mais, je sais pas. Il y a de très bons éléments, il y a une ambiance forte qui est donnée. Maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu âgé en termes d'écriture sur le roman. L'adaptation aujourd'hui ne révèle pas non plus peut-être d'une grande originalité si on comparait ça avec Solo, qui évolue dans un monde désertique aussi, avec tout un tas de péripéties, mais qui se rapproche un petit peu plus de Mad Max, et transposé chez les animaux. Tu dis On que a un peu plus d'originalité, on va dire. c'est-à-dire que ça se rapproche d'un Mad Max, ça a plus d'originalité d'un truc qui ressemble à rien qu'on connaisse. C'est bien ce que tu viens de dire là. J'ai pas compris ta phrase, Pierre. Ouais, Tu dis Solo, ça ressemble à Mad Max, donc c'est plus original que l'Horde du Contrevent qui ressemble à rien qu'on connaisse. Non, c'est qu'il y a C'est ce que tu viens de dire en fait. Il y a plus d'originalité dans le scénario de Solo que dans l'Horde du Contrevent. Mais c'est très bien rendu, c'est très bien foutu. On a beaucoup de diversité dans les rôles et dans les personnalités des personnes qui composent le groupe. Et un potentiel pour bon nombre de ces personnages. Sachant que, un petit peu à la façon de Game of Thrones, on a quand même un élagage, dès le premier tome, de certaines têtes à l'intérieur du groupe. Ce qui, pour moi, est un point intéressant, c'est que on ose couper des têtes, et même des têtes importantes, à l'intérieur de ce groupe, et ce, dès le premier tome. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être le point qui peut amener le plus de surprises, si on compte pas la dernière case. Bon, alors, j'hésite en fait entre la massue de Santon, direct comme ça, Ouais. pistache, tu vois, ou alors juste la petite mandale, tu vois. Voilà. Ouais. Bon, le mec il crache quand même, je trouve. Hein. Moi, je trouve que. Voilà. Ah non, je trouve pas du tout. Moi, j'ai passé un moment. Non, je trouve que ça manque un peu d'originalité, c'est tout. Mais potentiellement parce que c'est lié à l'âge de l'écriture du roman au départ. Alors, moi, je vais me fier, en fait, là, pour le coup, je vais me fier à l'avis des personnes qui ont lu le bouquin et qui ont lu la BD, et qui ont dit, en fait, que c'était vraiment une excellente adaptation. Et De la bouche même de Damasio. une excellente adaptation, donc justement. Et tout j'ai droit dessus, il n'y avait pas dire le contraire. Allez vous faire Mais sinon, tu peux finir une phrase. Non, allez vous faire, voilà. Et du coup, je sais pas. Vas-y, pied, parce que Alors, je vais parler un peu de ce truc un peu vieillot, hein, le roman qui est sorti en 2004, donc il y a des siècles, au niveau du ton. C'est si récent que ça? Oui. Ah merde, on me l'a offert quand c'était sorti alors. Et oui, tu vois, t'avais des gens de goût qui avaient tout de suite su Oh, ce qu'il fallait merde. t'offrir. Oh.
Donc en gros, Ah bah tu vois, je trouve que ça fait plus vieux que ça. on est sur de la SF effectivement qui fait un peu vieille SF entre guillemets sur les tons, mais on est dans un univers que j'ai trouvé très original avec une très bonne idée, pourvu qu'on arrive à avoir un peu cette suspension de crédulité. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre ce truc où il y a tous les vents, etc. À partir du moment où tu acceptes le principe de base de ce vent qui vient toujours dans la même direction, etc., ça passe. Moi, j'ai vu, j'avoue, 2-3 trucs bizarres dans le scénario, où à un moment, ils arrivent dans un camp où les gens les reconnaissent parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Et là, la question, c'est comment l'info est arrivée jusqu'aux gens qui attendent. Et dans ce cas-là, si l'info arrive, etc., pourquoi est-ce qu'ils se font pas des camps un peu plus loin à chaque fois plutôt que de repartir du même endroit au départ? Sur le principe des stalites, c'est qu'il n'y a qu'un seul endroit viable. Oui, les stalites, c'est Dark Earth, donc c'est un jeu de rôle, mais oui, Il n'y a qu'un seul endroit Bref, viable. non, mais pourquoi ils n'ont pas essayé de monter un autre campement? parce J'en sais rien. Mais ça doit être expliqué dans les romans. Je pense que c'est survolé. Mais non, mais Dans regarde, quand justement sur ce premier tome, il croise un village, le village il est balayé en un claquement de doigts. Bref, oui, Donc, mais le village a c'est- entendu parler d'eux, quoi. Comment est-ce que l'info est remontée jusque-là? Parce que ça fait des dizaines d'années qu'on a des groupes qui traversent, on en est au 34e groupe, qui traversent ces Ils endroits. connaissent le nom des personnes, tu Alors, vois. moi, ce sur quoi je te rejoins, c'est pas tant sur le comment le village fait pour avoir des informations, parce que quand le groupe part, ça fait déjà 27 ans qu'ils se connaissent, donc en fait, on a potentiellement le groupe d'avant qui a parlé des prochains, peut-être. Par contre, comment l'information fait pour repartir dans l'autre sens? C'est là- un truc, ça part. C'est- Je veux dire, c'est facile avec le Mais vent c'est qu'il y a. c'est ça qui n'est pas expliqué. Les avions en papier. C'est-à-dire que au moment du départ, ils ont déjà des informations sur leur parcours, sur jusqu'où sont allés leurs prédécesseurs, etc. Sachant qu'on n'a aucune information sur comment Mais les informations remontent. Alors, ce que je disais, donc, c'est que je pense que ça, c'est un petit peu le problème de la bande dessinée, parce qu'il doit, je pense, un peu élaguer les explications. Et justement, je trouvais l'adaptation assez moderne, parce qu'elle n'est pas verbeuse. On est dans une adaptation de roman, Oui. qui n'est pas verbeuse, qui n'est pas évidente, et graphiquement, qui, avec un style assez réaliste, a quand même un pari qui est difficile, c'est que un des personnages principaux, ça reste le vent, et comment tu représentes du vent, quoi. Et il y arrive, il a trouvé des techniques, des trucs, Eric et Nino, franchement, je trouve que ça marche très très bien. Au-delà du simple petit trait derrière le personnage. Voilà, oui. Je trouve que ça marche très très bien. On s'attache aussi à ces personnages, qui ont tous vraiment leur caractère et leur rôle, et qui sont, je trouve, très rapidement personnifiés. On doit avoir 76 pages, je pense, de BD, ce qui est pas mal hein, pour un album à la franco-belge. Et je trouve que tout est bien implanté, tout est bien mis en scène. Maintenant, je sais pas par rapport au roman où on en est, si on est vraiment que sur une intro, s'il y a des choses plus grosses qui vont arriver derrière. Mais en tout cas, je trouve que pour nous présenter un univers en pas tant de pages que ça, entre guillemets, c'est plutôt très réussi et on a envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages. Ce serait une saga qui serait, je sais pas où est-ce que j'avais pêché l'info, ça serait une saga en 5 ou 6 tomes. Donc là, sur un premier tome, il se passe quand même une belle mise en place, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a déjà des éléments concrets de l'univers. Effectivement, on a quelques manques sur les informations, comment est-ce qu'elles circulent. Mais globalement, la mise en place du scénario, mais surtout des personnages, moi c'est ça que je trouve qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est que chaque personnage a un relationnel fort, a un rôle fort, a été éduqué de cette façon-là, et a une vision de cette mission-là qui lui est propre. Par rapport à son éducation, par rapport à sa personne. Et je trouve que ça donne envie, au-delà du simple fait de connaître quelle est l'origine du vent, quelles sont les origines des personnages, quels sont leurs buts personnels, quelle est leur quête personnelle. On n'est pas simplement dans la quête de l'origine du vent, qui est presque finalement, dans ce premier tome, en tout cas présenté, certes comme l'objectif de l'ensemble du groupe, mais ce qui m'a moi le plus intéressé, je trouve que ce qui est le mieux présenté, c'est l'importance de chacun des personnages et on arrive finalement assez vite à s'attacher à chacun d'entre eux. Alors qu'ils sont présentés assez sommairement, c'est ça que je trouve assez fort. C'est ça, moi j'ai trouvé ça très fort de ce point de vue-là. Tu vois qu'on va crescendo dans l'appréciation de cette œuvre hein, entre nous deux, mais toi je sens que là on va te frustrer d'un coup de cœur en gros, c'est ça? Est-ce que tu aurais été sur un coup de cœur, mon petit Thio? Non, parce que je te sentais tu un peu plus avoir bien aimé Adonf, quoi. Tu prends un décor désertique, t'as juste le vent comme presque seul personnage, quoi. Et finalement, tu t'attardes sur les 4 micro-pécores qui sont perdus au milieu de l'immensité. Et finalement, comme tu disais, ils ont une épaisseur de ouf, quoi. Chaque personnage, voilà, est
représente, je dirais pas un archétype, mais t'as tout qui est présent. Ils sont tous présents là et voilà, c'est vraiment top. Voilà. Ce sont pas des archétypes classiques, mais effectivement, on nous pose des espèces d'archétypes. Voilà. S'il vous plaît, parlez vraiment bien près du micro aujourd'hui pour couvrir Johnny. Merci. Johnny est avec nous. Ah ouais, puis il a de la voix, hein, parce qu'avec mon casque, j'arrive à l'entendre. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Oui, mais ça, c'est qu'est-ce qu'elle a ma gueule aussi. Je veux Ouais. dire. Il pousse comme un fou. Bon, ceci étant dit, au niveau du dessin aussi, c'est certes un petit peu classique, mais ça marcherait très bien. S'il y a du dynamisme, on Ouais, n'est pas ouais. dans ce dessin un peu réaliste, un peu, sculptural. Là, on C'est est ça. vraiment dans quelque chose où... C'est pas figé, ça marcherait très bien. Vraiment, moi, de ce point de vue-là, je suis bien rentré dans la BD. Après, comme je le disais au tout début, moi, le seul petit reproche que je lui ferais, c'est qu'il y a un petit ton un petit peu trop classique, voilà. Mais j'attends la suite et je lirai avec plaisir, je pense, la suite. Descenders, les tomes 1 et 2. Descenders, donc on nous a déjà parlé ici, il me semble. C'était Chavonne qui nous avait parlé. Vous avez parlé. De Dustin Nguyen. Nguyen. Non, pas et, Nguyen. Nguyen. Et au scénario, c'est... je sais plus. Jeff Lemire. Jeff Lemire, voilà. J'avais ce nom en tête. mais Jeff j'avais un doute. Lemire. Jeff J'ai eu un doute. Lemire. Lemire. Je crois qu'il est canadien, donc je peux dire Lemire. Jeff Lemire. On est dans un monde futuriste Catastrophe. où ce qui s'est passé, c'est que les robots ont commencé à se rebeller contre l'humanité et ont été un peu mis un petit peu, oui, ils ont lancé Ou une- alors, non, ce non, ne sont pas les alors, robots. Non, là, je suis désolé, je suis C'est obligé une de te couper. société qui a plein de robots et un jour, il y a des robots géants qui débarquent sur toutes les planètes les plus importantes ouais, du qui système bute tout le solaire, monde. de C'est la ça. galaxie et qui désinguent tout le monde. Et à ce moment-là, Qui les- désigne une bonne partie des humains. Et les les humains humains se restants disent- décident de dire, oh là, putain, les robots qu'on a sur la Terre, là, ils vont, enfin, sur les nouvelles Oui. planètes, peut-être vont qu'ils présentent un risque. potentiellement nous déglinguer. Donc, on va les déglinguer en premier. Sauf qu'ils ne savent pas s'il y a un lien entre les robots qui sont venus et les robots robots sur qu'ils ont construits eux. Sauf qu'ils viennent de trouver un lien. Et le lien, c'est un jeune garçon robot, c'est un robot de compagnie, hein, Team 21. qui était sur une base de minage et qui se réveille sans trop de raison avec son chien robot. Et qui, en fait, quand on commence à analyser un petit peu le cœur de ce robot-là, serait très très proche des robots géants de la mort qui ont tout détruit. Et donc, Ils ont le même codex. ouais, va s'enchaîner des rencontres un peu des gros hasards, on va dire, entre le grand maître de la robotique de l'époque, qui aurait piqué pas mal d'idées derrière. De Dr. Quan Non. Voilà. Les sectes de robots qui essayent de survivre, les sectes anti-robots qui veulent tous les éliminer, dont L'ancien voilà, mais on va compagnon, pas trop- le jeune voilà, garçon. qui aurait accompagné ce robot-là. Et donc, tous ces personnes, et bien sûr, des gens du gouvernement qui essaient de comprendre ce qui se passe au Du milieu, CGU. dont la fille d'un gros boss derrière, gros boss. qui a, elle, décidé de devenir un petit peu franc-tireuse. Elle a et voulu s'émanciper de voilà. la prédominance de son père, enfin, du pouvoir de son père. Donc on suit tous ces personnages dans une grande saga cosmique. Hein. On est vraiment dans ce côté un peu saga, avec des multiples personnages, des liens, des relations un peu shakespeariennes entre les pères, les enfants, les origines, tout ce que tu veux. Quelque chose qui scénaristiquement est vraiment, je trouve, très efficace dans un univers. On a envie d'en apprendre plus parce que il y a des enjeux vraiment super intéressants. Moi, Descender, le scénar est vraiment captivant. Au niveau des dessins, on a Dustin Nguyen. Il est fort. Il est fort, Mais des mais fois, il se est sort un peu pas les doigts feignant. quand même. Des fois, il est feignant. Voilà, ouais. Alors, Typiquement, sur Descender, il part sur un dessin à l'aquarelle, en direct sur ses planches. On C'est voit un même, truc on de voit même fou. le trait, etc. C'est superbe, mais on voit que c'est du dessin, mais jeté, quoi. On sent que le mec, il a du talent, mais j'ai déjà vu d'autres BD de Dustin Nguyen où il y avait plus de travail sur le trait. On était moins, tu vois, dans ce côté un peu lâché. Et là, ouais, ce mec, il est super balèze, mais de temps en temps, on sent un petit peu de simplicité, on va dire. Après, il a ses 22 planches à sortir par mois, et je pense qu'en plus, Ah, il n'est pas que sur excuse-moi. cette BD, je crois qu'il en fait d'autres en parallèle. moi, je trouve que c'est le travail qui sort. Après, moi, je suis pas forcément fan du choix de certaines de ces couleurs. Mais globalement, le boulot qu'il fait est absolument énormissime. Il y a par contre, là où je te rejoins, un écart qualitatif entre le premier, le deuxième et le troisième tome. Troisième, on en reparlera. Le troisième, on en parlera un petit peu plus tard.
dans une prochaine émission, ou peut-être même dans la prochaine émission. Oui, tout à fait. Tu lis dans l'avenir. Ouais, ou dans le conducteur. Et il y a, je trouve, le premier tome est beaucoup plus travaillé. Le deuxième, il y a une petite descente, et dans le troisième, on a un petit peu plus de neutre, de blanc. Voilà, il y a un poil moins de recherche peut-être dans le troisième tome. Ceci étant dit, rien de choquant, et honnêtement, ça reste d'un très 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 bon niveau. Voilà, il y a une marge monstrueuse de toute façon avant que ça reste pas bon. C'est toujours le problème de ces artistes très talentueux dont tu regardes un dessin en disant « Ah, il est bien, mais je le sais. » Il peut faire mieux. Ah ouais, non mais c'est déjà fabuleux, voilà. Il y a des planches d'aquarelle où il a même pas le crayonné, le mec il balance directement à l'aquarelle, quoi. Excuse-moi, mais et quand tu vois la densité d'informations qu'il y a sur certaines de ces planches-là, tu te dis mais il peut pas mettre un coup de gomme là. Hein. Ah là, non, ça tu vois. Dans ce que je dis, il y a une prouesse technique, mais on sent aussi une rapidité d'exécution. Il a trouvé un compromis entre la technique et la rapidité qui me semble très réussi et très adapté à cette BD-là. Oui. Mais tu vois, on n'est pas dans du Geoff Darrow qui aurait dessiné chaque boulon, chaque petit détail à la con parce que c'est son style. On est sur quelque chose d'un peu plus épuré. Oui, tu as certaines planches où on voit l'intérieur des robots. C'est quand même super simplifié. La cahouette, oui, mais c'est quand même super simplifié au niveau du trait. Il est plus sur de l'impression, sur de l'ambiance que sur. Oui, souvent, mais il y a quand même. Ça marche très bien. Hein. Donc voilà. Donc franchement, j'ai bien aimé. J'attends le tome 3 avec impatience, mais je l'ai déjà lu, donc on vous en parlera plus tard. Il est un peu spécial. Ce sera un prochain express. Thio, on t'entend pas. Bah ouais, non, mais c'est parce que Johnny écoute Johnny. Et j'écoute Johnny, ouais. Mets un casque. J'ai mon casque, mais les intra-auriculaires, en fait, ça passe pas au-dessus de Johnny, quoi. Mais tu les as mis où? Donc alors, au niveau du dessin, je vais vous rejoindre. Alors, je suis d'accord avec toi, Pierre. Il y a des moments où tu te dis oui, il pourrait faire davantage. Et il y a des fois où, totalement, avec très peu, il te fait des trucs de ouf. Il y a des pages où, en fait, il utilise juste le grammage du papier. Ouais. En le colorisant légèrement, enfin, en faisant une légère teinte. Légèrement, ouais. T'as une légère teinte de couleur qui, en fait, te produit un fond et ça passe crème, quoi. Et c'est splendide. Oui, c'est ça, c'est un compromis entre tu vois, la qualité technique et la rapidité, quoi. Il a réussi à trouver le bon compromis. C'est un bon compromis. Après, c'est vrai que il y a quand même certaines cases où je me dis peut-être que tu aurais pu y mettre un peu plus de toi, quoi. C'est un peu léger. Et justement, parce que tu te dis, là, je te rejoins entièrement Tizak. Mais non, c'est Pied que je rejoins. Pas Tizak, je l'avais Tizak. C'est pas rejoindre Tizak, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est le côté obscur. Salaud. C'est que justement, voilà, c'est parce que tu sais qu'il peut faire beaucoup mieux qu'il y a des fois tu te dis putain, c'est moins bien. Mais dans l'ensemble, quand tu prends Descenders, moi je me suis régalé parce que c'est splendide. C'est vraiment splendide. Et au niveau du scénario, Schiavone nous l'avait vraiment vendu comme un truc vraiment super intéressant et de ouf. Et ben, j'ai aucun regret parce que c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et là, voilà, je sais j'ai déjà 2 tomes de retard. 3 maintenant, 6, le 6 sorti. Tome 6. Ah, bah écoute, j'avais juste lu la chronique de Schiavone sur le tome 5 qu'elle avait fait sur son blog. Bah voilà, je te remercie de nous avoir fait découvrir ça, vraiment, je me régale. On avait déjà lu du Lemire au niveau du scénario, en disant The Valiant, c'est de Lemire aussi, au niveau du scénario. Voilà. Tu te souviens, The Valiant, le truc qui présentait l'univers Valiant. Ouais. Cherche Monsieur Nuyen, entre temps, il a fait notamment du Batman et d'autres choses. Oui, les micro-Batman. Là. Oui. Ouais, notamment. Donc voilà, moi je reviendrai 2 minutes quand même sur les contenus. C'est pas que de la simple, c'est de la SF en reprenant vraiment les problématiques sociétales, les problématiques robotiques, je veux dire chères à Asimov, voilà. Ce genre de choses. Comment on intègre l'intelligence artificielle, à quel moment est-ce que l'intelligence artificielle devient une personne à part entière, qu'est-ce que l'âme, la vie après la mort. Enfin, on est sur des thématiques qui sont très très fortes. Non, Mathieu, tu arrêtes pendant que tu arrêtes. En fait, parce que Tizak, je suis désolé de te contredire, mais en fait, parce que Pie l'avait déjà dit en fait, dans son début de pitch, quand il avait dit que c'était un petit peu shakespearien, que ça reprenait un peu la société. Mais après, vas-y, continue. S'il dit la même chose que moi, c'est que j'ai raison. Donc, Tiens, mais si on rejoint tous les deux Pierrick, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller. Ah oui, rejoignez-moi tous les deux. Donc voilà, bref, toujours est-il qu'il y a une grosse profondeur. On a beaucoup parlé de...
Pardon, je la refais. Il y a une très grande profondeur dans cette saga. Vous me fatiguez tous les deux, vous me C'est fatiguez. infernal. Et donc voilà, le tome 1 est très bon, le tome 2 est très bon, et je vous dis rien sur le tome 3, mais sachez qu'on a envie d'acheter le 4, le 5 et le 6. Donc, Non, on a envie que Thio achète le 4, le 5, c'est le vrai. 6. Donc en bref, Mathieu, tu arrêtes de nous Revends sortir ta ton maison, joker, revends ta acheter maison. une maison, et Ah. voilà. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Merci les gars. C'est bon de se sentir soutenu. Alors justement, pour avoir un petit peu de soutien, je vais aller donc du côté de Nîmes. Le tome 2, Oh, Nîmes. Les Grands Lointains. Ouais, à la Marseillais, ça ferait ça. Normal, hein. Les Grands Lointains. Alors, pour rappel un petit peu, donc on avait donc l'histoire donc de Nîmes, qui était une petite fille qui avait été recueillie par deux agents de la RATP qui travaillaient donc justement plutôt à la maintenance et technique, on va dire, des stations et des rails. Et Nîmes, en fait, a un petit loisir, elle se balade dans le métro, elle le connaît par cœur, et elle fait même un petit peu, on va dire, le côté sombre du métro, les stations désaffectées, ce style de truc. Et il lui est arrivé des choses de plus en plus étranges, et elle a aperçu un tigre, qu'on a eu avec un origami qui s'est transformé, enfin bon. On a viré de plus en plus dans un côté fantastique, et on s'est retrouvé dans le tome 2. Début de l'histoire, Nîmes a disparu. Et en fait, on va suivre justement Nîmes qui part dans le monde des Grands Lointains, où elle va essayer de retrouver, on va dire, les bouts de sa mémoire, parce que visiblement elle est originaire de là, et que le tigre lui dit qu'elle se souvient des choses, c'est en elle, mais il faut que ça revienne. Et on va avoir aussi une deuxième partie de l'histoire qui va être qu'est-ce qui se passe dans le monde réel pendant ce temps-là, pendant que Nîmes n'est pas présente. Au niveau de l'histoire, on est toujours dans ce côté fantastique, c'est assez virevoltant, c'est très péchu au niveau de l'histoire, on n'a vraiment pas de temps mort, surtout dans la partie dans les Grands Lointains. Et c'est justement là où il y a une sorte de petite opposition entre les deux mondes. Quand on est dans le monde réel, on va avoir un univers qui va être un peu plus sombre, un peu plus proche de la réalité, quoi. Donc là, on s'inquiète pour Nîmes, qu'est-ce qu'elle est devenue, ses deux copains de classe essayer de la chercher, ses parents adoptifs aussi. Et petit à petit, voilà, on a donc ce côté-là. Et de l'autre côté, on a le côté très plein de couleurs, plein de vie, plein d'action. Du côté, on va dire, irréel. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai pas été absolument sur le cul, mais j'ai trouvé que c'était quand même très sympa. Et on savait pas très bien où ça allait aller avec le premier tome. Mais je trouve que l'ensemble se tient très bien. Et le deuxième tome m'a amené une fin qui m'a pas surpris. J'étais pas là à me dire waouh, c'est un bide de ouf, quoi. Mais efficace et vraiment j'ai passé un bon petit moment finalement. Oui, une fin satisfaisante. Moi, j'avais très peur dans le tome 2, parce qu'on voit à la fin du tome 2 du tome 1 qui va rentrer dans les Grands Lointains, que cette ambiance que j'avais beaucoup appréciée, le côté un peu fantaisie urbaine, disparaisse. Mais je trouve qu'ils ont réussi à garder ce ton, un ton assez proche. Ils s'en sont pas trop éloignés. J'ai vraiment bien aimé. On reste quand même dans l'intrigue pour enfants, avec ces enfants qui arrivent dans les mondes imaginaires assez classiques, mais ils ont pris leur temps pour la faire arriver dans ce monde imaginaire en posant des bonnes bases dans le monde réel, et ce qui en fait un personnage attachant dont on a envie de connaître le passé. Non, c'est vraiment une bonne BD jeunesse. Voilà, dans le genre que je recommanderais, que je ferais volontiers lire à des jeunes, parce que il y a un dessin, moi, que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il plairait peut-être pas forcément aux plus jeunes, parce que on est sur ces côtés un petit peu caricaturaux, un peu grisés, avec des crayonnés assez marqués. Au niveau du trait, t'as pas un ancrage très clair, proche du style un peu plus à l'américaine ou à la manga, ce qu'affectionnent un peu plus les jeunes, j'ai envie de dire. T'as qu'à voir les légendaires qui font un carton. Non, mais c'est pour les plus jeunes. Je pense qu'il faut pas trop dépasser les 10-11 ans pour que ça puisse fonctionner encore. Ah non, je pense qu'il y a des sujets un peu plus profonds, quoi, qui pourraient marcher aussi avec des plus vieux. Voilà. Moi, je suis pas sûr de me dire qu'il faut le caster le placer dans une case d'âge, quoi. Oui, ça passe un peu pour tous les âges, parce que ça reste aussi un récit qui est très appréciable pour des adultes, tu vois. Je parlais du dessin, Pierre. Ah, tu parlais du dessin. Tu parlais du dessin, du crayonné, du tout ça, et du manga. Mais oui. C'est pour la partie dessin. D'accord. Bon, sinon, et toi alors, Ti ? Moi, j'ai trouvé ça sympa. Ce qui est, il y avait, par rapport au premier tome, je pouvais avoir quelques craintes
par rapport à la façon dont ça allait être résolu dans les différentes intrigues, dans les potentialités, on va dire. Et au final, ça reste très cohérent, même si ça part dans le fantastique. L'ensemble des fils qui avaient commencé à être tirés dans le premier tome sont aboutis correctement et ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne simplement très bien. Encore comme Mathieu, je suis pas emballé. Il n'y a pas des surprises absolument révolutionnaires dans le scénario. Maintenant, encore une fois, il faut pas perdre de vue que ça reste une BD jeunesse et je trouve que ça s'adresse parfaitement à la bonne cible, avec un dessin qui est cohérent, qui est enfantin et fantastique à souhait quand c'est nécessaire, un petit peu plus réaliste côté monde réel, notamment dans les tunnels du métro, avec les rails, les petits cheminots, etc. Non, ça marche très bien. Voilà, c'est une bonne réussite. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une BD qui fait ce pourquoi elle est vendue. Ok, donc Nin aux éditions, je sais plus quoi, parce que moi j'ai une édition France Loisirs, mais voilà. Bon. Ouais, mais des fois, tu sais, t'as des trucs comme ça. Tu l'as noté, toi? Je crois que c'est pas Macaca. C'est possible, de Darlo épilé. Ouais, ça pourrait ressembler à du Macaca. Ouais, t'as réussi à trouver, toi? Non, tu trouves pas? Tu rames? T'es en train de chercher? Je suis en train de meubler ce que je peux. Je m'apprête à lancer un jingle pour parler de la prochaine chose. C'est une nuit à Rome, Isaac. Non, c'est Kent. Ah, je suis avant toi. Quelle édition? Voilà, quelle est-ce? Pour que vous ayez trouvé. Kenneth édition. Bon, une nuit à Rome, chez Grand Angle. Bambou Grand Angle. C'est pour qui ça? De Jim. C'est moi C'est qui n'en parle. toi, ouais, c'est toi. Ah merde, c'est moi qui n'en parle. Ouais, Ah, c'est t'es le sûr? 3. Eh oui, donc une nuit tome 3 de Jim, toujours au scénario, toujours au dessin, Delphine à la couleur. On termine. Ben, normalement, on termine. Comment ça on termine? On termine pas? C'est pas fini? T'as pas envie que ce soit le dernier tome? Ça pourrait, ouais. Ça pourrait, mais il y a un tome 4 de prévu quand même. Oui, non, mais toi, tu aimerais que ça se termine. Bah vas-y, dis ce que on te donnera notre avis plus tard. Alors, très cher. donc on suit toujours les aventures de Raphaël qui, petit à petit vieillit. Hein, voilà, donc maintenant il approche de la cinquantaine. Et sur le principe de Place des Grands Hommes, on se donne encore rendez-vous. Et donc la date du rendez-vous fixé avec Marie, qui a été fixée 10 ans plus tôt, Oui, replace un peu le contexte parce que c'est pas forcément évident si vous. Alors dans le contexte, on a donc Raphaël qui est amoureux de Marie et donc il se revoit 10 ans plus tard, il se donne rendez-vous 10 ans plus tard, c'est une espèce d'amour de jeunesse mais qui n'a pas été crush de ses réalisé. 20 ans, Voilà, c'est son amour de 20 ans. Et donc il y a cette espèce de sensualité, de sexualité, de tension amoureuse qui traîne tout le temps derrière. Ils se rencontrent donc une fois tous les 10 ans et ils essayent donc de se revoir, de renouer, de voir si la passion est toujours là, mais finalement sans jamais conclure en se mettant réellement ensemble, avec cette petite question qui pourrait rester en suspens. Est-ce que pour que cette espèce de passion, d'amour de jeunesse perdure, il faut pas rester dans cette situation justement d'amour interdit et d'amour impossible pour que cette tension existe toujours et que cette passion existe toujours? Donc dans ce tome 3, on arrive aux 50 ans de Raphaël. Le rendez-vous est fixé avec Marie. Et donc on a un nouveau diptyque après le tome 1, tome 2 sur la quarantaine, on a le tome 3 et donc le tome 4 qui arrivera sur la cinquantaine. C'est un petit peu différent, c'est positionné différemment. On est moins dans cette espèce de tension de jeunesse, d'adolescence presque, que dans le premier diptyque. Et on est un petit peu plus ancré dans une forme de réalité avec des événements de la vie qui rattrape un petit peu l'histoire d'amour et qui vient jeter. Vous entendez donc Pierrick qui ouvre une bière avec son trousseau de clés. Ouais, quand j'ai des clés magiques. Merci Pierrick. Mathieu, non, tu évites de faire le couillon avec les trucs en verre, tu sais, ça réussit pas très bien en ce moment. Je vois très loin de la table. Bien joué. Donc voilà, on est toujours quand même avec la patte de Jim sur le scénario. Il y a toujours ce romantisme qui est là et cette intelligence dans
dans le traitement de la psychologie des personnages. Donc beaucoup de choses ont changé dans la vie de Raphaël. Il est désormais papa célibataire. Il a changé de boulot. Il s'épanouit d'une façon raisonnée dans ce nouveau job. Il est en bon contact avec ses supérieurs et donc il bénéficie de certains avantages en nature. Et là, je ne parle pas de sexualité, je parle juste de logement à l'étranger. Et il va profiter justement de l'obtention d'un appartement en Italie pour organiser une immense fiesta dans ce bel appartement et faire venir ses copains d'enfance, ses copains de boulot pour faire une immense fiesta. Et il n'a pas de réponse de la part de Marie. Donc il ne sait pas si elle sera là, si elle ne sera pas là. Il lui répond, mais elle fait poireauter, en fait. Et voilà, donc la tension monte. Et puis après, il l'attend, forcément. Et puis elle va venir. Alors, et moi, là, tu vas pas trop loin. Et je ne vais pas plus loin. Moi, ce qui me fait quand même kiffer dans ton pitch, c'est que tu parles du bouquin, Ouais. mais sans parler du début. Non, D'accord. C'est... non. C'est assez étonnant. Quand même. Oui, parce que c'est là, j'allais dire, dis-moi, tu veux pas Il allait nous raconter la fin, il a failli. Tu veux- hein, Non, mais non, le non. début, non, le début. Tu sais comment est Isaac. Lui, c'est la fin qui est importante, le début, on s'en fout. Il m'emmerde. Vas-y, donne la fin, Thio, parce que oui, elle est importante. cette Qu'est-ce fin. que tu veux Ce mettre début est Non, important. mais je sais pas, parce que moi, du coup, tu axes l'histoire sur sa relation amoureuse avec Marie, alors que, sachant tout ce que j'ai pu cracher sur les 2 premiers tomes de Une nuit à Rome, et en disant que c'était vraiment de la merde, et que j'avais vraiment pas kiffé, pour des raisons, après, somme toute personnelles, et je le reconnais totalement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, si tu veux, quand je l'ai feuilleté, quand on l'a reçu, j'ai pris que le début. Et Je ne veux pas en parler. Et oui, bah écoute, moi je vais commencer à en parler même sans dire ce qui se passe. Hein, ça Non, me mais si, dérange dis-le, pas. le début, c'est le Il me début. tue ma chronique quand même. Pourquoi t'avais encore des choses à dire? Mais non, parce que je voulais pas en parler. Je voulais que ça soit une surprise pour le lecteur. Bah, moi, Mais c'est le début, quoi. juste, mais putain, T'allais mais, nous raconter la fin. oh, mais Garder vous surprise allez du la début. fermer, bande de nouilles, bordel. Oh, ça y est, personne qui peut remplacer une phrase dans ce bordel. Hein, merci. Donc, je continue. J'ai détesté les 2 premiers tomes. J'ai juste lu. Il les a début. conchis. J'ai vraiment mes conchis, c'est vraiment le meilleur terme à juger, je pense. J'ai lu le début de l'histoire et je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien. Ben, Et en poursuivant du coup la lecture après coup, parce que donc forcément il y a eu un petit délai entre le moment où j'ai lu le début et où j'ai lu le bouquin dans les mains et j'ai lu tout, et ben j'ai trouvé que pour une fois, alors désolé pour ceux qui avaient apprécié les 2 premiers tomes, mais j'ai trouvé que le scénario était vraiment super Convenu. intéressant. Mature. Plus mature, peut-être, ouais, ça doit être l'âge, ça doit être ça. Mais plus intéressant parce qu'il y avait vraiment, des événements et c'était pas juste la petite amourette de merde qu'on allait vivre à Rome alors que tu balançais toute ta vie aux chiottes sur un départ de train, quoi. Voilà. Mais et toi, justement, pour toi, le pitch que tu en fasses, tu ne parles que de la relation sans parler de ce qui se passe au début. J'étais là, je me dis merde. En fait, alors, qu'est-ce qui se passe au début? Mais non, j'en parle pas, moi, ça me dérange pas. Je vais le faire, moi. Mais non, me parle pas. Non, Si mais alors, j'en parle, sinon, c'est- alors, si les gens écoutent la chronique depuis le début, quand je t'ai posé une question au début, c'est un indice. Ouh là là, il était subtil, tu vois, je n'ai pas capté. Je t'ai demandé si ça y est, c'était la fin. Ah, oh oui, effectivement. Oui, c'était ça ton indice. Tu vois, j'avais pas capté ton indice tellement il était subtil. Oui, c'est pas dans ma J'ai cru que tu me demandais si enfin j'avais fini avec Une nuit à Rome et que j'avais envie que ça s'arrête. Bah, Parce t'avais que- envie que ça s'arrête. Parce que puisque tu te souviens de nos avis précédents. Ah bah oui, c'est-à-dire que Mathieu me le rappelle assez souvent. Voilà, bon, Une nuit à Rome, le tome 3. Je vais commencer pour revenir rapidement sur ce que je n'avais pas aimé dans les 2 premiers tomes. C'était qu'effectivement, on se retrouvait sur le gars, il a quel âge dans le premier? Il a 30 40. 40 ans. C'est passé 40 ans. 40 ans, et le mec, il a 40 ans, et t'as l'impression d'avoir une midinette adolescente qui se fait brancher par la fille un peu jolie, qui n'en peut plus, etc. Et c'était, mais ouais, c'est une histoire d'adolescente sur un mec de 40 ans, et ça marchait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, le mec, à un moment donné... C'est sa Madeleine de Proust. Ouais, mais à un moment donné, tu réfléchis un minimum. Enfin bon, ça m'avait pas... J'avais trouvé ça un peu absurde, entre guillemets, parce que pour moi, elle vivait sa vie, il n'y avait rien à dire, mais lui, il était un peu con, en fait. Le mec, il savait pas ce qu'il faisait, mais vraiment pas du tout. C'était le mec paumé et ça me gonflait. Là, on arrive sur le tome donc 3, où tu te dis, il commence à se poser des questions, parce que oui, le tome commence sur Raphaël qui fait
un arrêt cardiaque. On n'en sait pas plus. On va pas en dire plus. Qui fait un arrêt cardiaque, et tout ce qu'il voit au moment de l'arrêt cardiaque, c'est que Marie s'en va, les larmes aux yeux, dans une voiture. C'est tout ce qu'on a au départ. Et ensuite, flashback sur comment on en est arrivé là, procédé classique. Déjà, d'un point de vue scénaristique, c'est un procédé qui est bon, parce que ça crée vraiment une tension, on a envie de savoir. On crée cette surprise, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là. Et ensuite, j'ai trouvé pour le coup que Raphaël était beaucoup mieux personnalisé, parce qu'il avait l'air vrai. Beaucoup plus vrai, il avait l'air d'avoir du vécu, d'avoir réfléchi sur son histoire. Il est moins mou, il est moins passif, mais on sent qu'il a plus de tension et plus de colère. Il a plus d'attente. Il appelle Marie pour essayer de la revoir alors que ça fait pas 10 ans. Il ose enfreindre ces espèces de règles. Si, ça fait 10 ans pile poil. Hein. Non, il essaye de la contacter avant que ça. Et elle lui dit, c'est pour le 10 ans. Et elle lui dit, non, il faut être patient. Mais alors après, il y a ce côté du jeu du chat et de la souris de Marie qui est un peu la connasse qui fait courir le mec comme elle veut dans le premier diptyque. Hein. Elle s'en amuse, elle en joue. Cette fille toxique, c'est ça qu'on en avait déduit, hein, qui joue de ce gars un peu naïf dans les premiers tomes. Et là, Marie prend une profondeur. Comme tu la présentes, j'ai l'impression d'entendre. C'est Poison Marie. Ouais, non, mais c'est un peu, le vieux Cato Réac. Oui, cette messaline. Oui, un peu. Elle vous montre ses genoux et ses cuisses. Non, mais c'est un peu ce rôle qu'elle a dans le premier diptyque. Là, il lui donne une profondeur en lui donnant un vécu et un entourage. Ce qu'elle n'avait pas du tout dans le diptyque précédent. Ouais. Et donc. Et de la peine. Oui, elle devient un personnage intéressant. Elle devient pas juste un personnage désagréable. Par contre, un animal blessé. Par contre, il va falloir expliquer un truc. Il l'avoue lui-même, mais il va falloir que Jim apprenne à dessiner les femmes de 50 ans. On dirait qu'elle en a 30 pendant tout le bouquin. Alors ça, Je veux dire, il y a un moment donné, tu fais alors, voilà, si je puis me permettre, j'ai le droit. Tu as tous les droits dans cette émission. Tu es chez toi. Non, il n'est pas chez lui. J'ai le droit de couper son micro, c'est moi le chef. Tu vois la nuance. Quel enculé. Donc, non, alors, il l'a vieilli. Si tu reprends les 2 premiers tomes par rapport à celui-ci, il l'a vieilli notamment au niveau des yeux, au niveau des cernes, au niveau du tour de la bouche. Il l'a vieilli. Elle a moins cette fraîcheur intemporelle qu'elle peut avoir dans le tome précédent. C'est quelque part dans le tome précédent où elle arrive à l'âge de 40 ans en étant parfaitement préservée. Mais alors ça, j'ai envie de te dire, la nature est parfaitement inégale. Et il y a encore des nanas. Je pense que le fantasme du dessinateur est parfaitement inégal. C'est surtout Non, ça non, aussi. vraiment, pied-pied. Il y a des nanas qui vivent pas du tout certains âges de la même façon. Non, je pense que Marie est un fantasme de Mais Jim bien très sûr, très mais ça, fort. on est bien d'accord. Où il se projette à donf dessus. Il y a qu'à voir. Quand tu suis son blog, le seul truc c'est je dessine Marie. Ah non, mais c'est la dernière fois que je la dessine. Ah mais non, finalement je la dessine encore une fois. Ah non, mais celle-là c'est la dernière parce qu'il faut que j'abandonne Marie. Ah et si je faisais un tome 3 et En fait, c'est son ex. Oui, non, mais c'est ça. Mais Jim, son deuxième prénom, c'est Raphaël, les enfants. C'est possible. Non, voilà. Il y a un moment où moi, ça ne me choque pas. Il l'a vieilli entre les 2 morceaux de l'histoire. Ça me suffit. Il faut quand même qu'il la présente comme étant exceptionnelle et désirable. C'est normal. Et c'est quelque part, c'est comme ça que Raphaël la voit. Qu'elle ne le soit pas, c'est pas grave. Et d'ailleurs, dans ce tome, il y a un passage où elle se balade sur une place. Après s'être habillée, pomponnée, gna gna, etc. Elle passe, et les hommes sont censés se retourner sur elle, et c'est pas sur elle qu'ils se retournent. Et il y a ce changement-là aussi. Mais ça, c'est un propos scénaristique qui n'est pas raccord avec le dessin. Mais je suis pas d'accord. Ça montre que justement, c'est peut-être Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je m'inscris en faux. C'est peut-être justement avec des petits indices comme ça qu'on nous montre, d'une part qu'elle a vieilli, bien sûr, Oui, mais il a été aussi obligé de que passer par... ce dessin de Marie représente peut-être plus le fantasme de Raphaël que la réalité des traits. Mais il a été obligé de passer par un procédé scénaristique pour nous montrer qu'elle était vieillie parce qu'il n'était pas capable de le faire en dessin. Et
Il n'était pas capable de le faire. Non, il n'est pas capable. Il te dessine Marie, mais non-stop. Ah. Le gars, il a une obsession autour de ce personnage. Mais bien sûr qu'il a une obsession autour d'elle, mais qui ça est n'empêche pas qu'il la fasse complètement belle et plus belle que ce qu'elle ne l'est. Ça Ouais, change mais rien. alors, bon, Oui, dans ce cas-là, tu racontes pas. On va pas y passer 2 heures mis à, là-dessus. et mis à part le fait qu'il la dessine vieille ou qu'il la dessine pas vieille, qu'il la dessine avec des seins qui tombent. Eh ou ben, qui elle est tombent pas à poil et ça m'emmerde. Bon, mais la question, est-ce que c'est quand même intéressant au niveau scénaristique les Oui, moulets ça Est-ce que l'est, ça envoie du bordel. lourd Oui, oui. Ça Moi, envoie je l'avais pas- adoré les 2 premiers tomes. Ça envoie pas du lourd, mais c'est intéressant. Non, pardon, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et ce 3e tome, si à vous il vous plaît, inutile de vous dire que moi, il m'a fait kiffer. Voilà. Pour ce que tu as dit, Pierrick, dans l'organisation de la trame du scénario, pour le dessin, pour le choix d'un côté un petit peu plus ancré dans le réel, dans la profondeur des personnages. Voilà. On est moins dans une forme d'idylle adolescente, on est moins dans la Madeleine de Proust. Moi, dans le cliché. Hein. On est, oui, certes, moins dans le cliché. Et ça renforce encore l'attrait pour cette BD. Et donc, le tome 4, forcément, va tomber dans l'escarcelle très vite. Voilà, c'était Une nuit à Rome de Jim chez Bambou Grand Angle. Non, mais demande, tu mets un petit coup de cœur dessus ou- Lui, il en aurait mis un. Ah, moi, je mets un coup de cœur Tu mets un dessus. coup de cœur. Mais je vais attendre la fin du diptyque. Voilà, puis de toute Non, façon, mais- comme là, on lui en. Non, mais de toute façon- Et comme de toute façon, vous allez me mettre un gros fuck. Ouais. Il y a un moment où, tu veux faire arrêter le train devant toi? Vas-y, mets ta main. Vas-y, mets ta main. Ouais, non, c'est bon. Non, en fait, je l'aurais juste piétiné ton petit cœur, en fait. Mais, oh merde. Tu veux rajouter un truc peut-être ouais que tome 4, peut-être que je ferai un truc. Tu feras un fuck. Je ferai un truc, je vais ficher dessus. Non, j'aimerais bien en marier, en fait, c'est pour ça. Une histoire de l'île d'errance, tome 3, Sarah. Série un petit peu complexe car chaque tome. Excusez-moi. Non, je n'ai pas chanté. Tu peux Ouais, continuer. c'est pas mal. Chaque tome est indépendant. Le premier, c'était Bran. Le second s'appelle Masha. Et nous raconter une histoire qui se passait sur cette île d'errance, une île où vivent ensemble les humains et les créatures féeriques, et où il y a une frontière qui s'est faite. Le premier tome nous montre comment le prince Bran se retrouve dans ce monde-là et est transformé en homme corbeau et essaye de retrouver sa liberté. Le deuxième tome remontait quelques siècles en avant et nous racontait l'arrivée des humains sur cette île et comment est-ce qu'ils ont commencé à un peu tout casser, hein, parce qu'ils font bien ça, les humains, pour essayer de prendre le contrôle. Et le troisième tome va recréer un peu de la continuité en s'intéressant à la demi-sœur de Bran, Sarah, qui tout le monde t'attend qu'il chante, c'est ça qui... Surtout en plus, que Sarah, elle fait quoi, en fait, dans le royaume? Elle est quoi? C'est la fille du roi, donc elle est la princesse. Elle est la princesse. Ouais, c'est vrai. C'est putain, il est percutant, il y est pas, il a pas entendu quoi. Il écoute pas. Il écoute pas, tu vois, ça franchement. Je ne chanterai pas Princesse Sarah. Ah là là, ce petit joueur. Tu es si jolie. Il a pas pu résister. Et donc Tu viens avec tous tes amis. qui était chanté par une Italienne qui chantait en phonétique. C'était Samantha? Je sais pas. Bref, on va suivre l'histoire de Sarah qui, le fils a disparu. Apparemment, Sarah Connor? faut pas y arriver là. Non, c'est à côté. Apparemment, ils auraient pas dû l'appeler comme ça, leur bouquin, les pauvres. Elle est un peu la consultante de son père, c'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup dans l'ombre, à l'aider à prendre des décisions sur le royaume, etc. C'est une bâtarde demi-fille, donc en gros, elle a pas trop son mot à dire dans les affaires du royaume. À côté de ça, oui, il resterait son frère qui est censé être après Bran le successeur, mais disons qu'on va dire que il aime bien vivre sa vie tranquille et se faire plaisir avec son copain, sans trop s'occuper des affaires du royaume, parce que il veut profiter, quoi. C'est un peu c'est le frère de Louis XIV, je crois que s'appelait Monsieur. Ouais, c'est un peu le branleur, quoi. Qui en plus du coup était homosexuel, ce qui fait que pour la royauté c'était pas non plus très top. Voilà, pour la royauté c'est pas top non plus. Bref, Bran est allé à côté, ça risque de redéclencher la guerre, et bien sûr, tout le monde essaie de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut qu'on commence à se réarmer, à se préparer à la guerre? Et on va suivre cette histoire en voyant qu'en fait, le roi a un lourd secret. Un très lourd secret. Et que les relations... Très lourd secret. Et que les relations entre le peuple... Immensément lourd secret. Entre le peuple féerique et le peuple des humains sont plus complexes qu'elles n'en ont. Isaac, tu sens le poids ou pas du secret? Oui, il est un peu comme nous, très très lourd. Très très lourd.
Donc, si le scénario de Grimaldi est toujours aussi bon, je trouve qu'on a un univers qui est vraiment génial et captivant. Le dessin de Maike Plenske, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais est toujours aussi bluffant, avec ses couleurs magnifiques, cet univers génial. Et j'ai particulièrement apprécié ce tome parce qu'il crée un lien vraiment entre les tomes précédents. Quand on lisait le premier Bran, on avait l'impression d'avoir une histoire complète. Quand on lisait Masha, on avait une autre histoire complète. Et là, tout se lit. Et quand on arrive à la fin de Sarah, on se dit, je veux une putain de suite là, maintenant. Je veux savoir ce qui va se passer. Je veux savoir comment ça va évoluer. Parce que je m'attends à, je sais pas si ce sera le dernier tome, je m'attends à un tome où tous les personnages vont se réunir. Bah ça, tu attends le lien, entre les trois bouquins, quoi. Qui se rencontrent. Voilà. J'ai trouvé que justement ce tome-là, en créant ce lien d'un point de vue scénaristique, était magistral. Alors moi, je mettrai un coup de cœur comme ça, en claquant des doigts, tellement j'ai adoré. Je sais pas si vous me suivrez, je suis pas sûr. Et alors que c'est en plus dans une collection jeunesse, c'est Cho l'aventure, je vois pas ce que c'est du tout public, c'est pas du jeunesse, c'est vraiment tellement bien écrit, tellement bien raconté que je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait cantonner ce truc-là à un public jeunesse, tellement ça peut s'ouvrir à tout le monde. Voilà, une vraie réussite à mon goût, j'ai adoré. Votre avis, jeunes gens? Bah écoute, je vais te suivre. C'est moi ce qui m'a surtout, ce qui me bluffe, on va dire, cette série, c'est la différence de lien entre les tomes. Comme tu dis, c'est vraiment des pièces c'est vraiment des pièces de puzzle qui sont vraiment éparses, quoi. C'est des pièces qui sont aux antipodes les unes des Et autres. on commence à peine là à voir le Et lien. là, tu commences vraiment à voir, on va dire, une sorte de trame qui se dessine derrière. Et scénaristiquement, je trouve que c'est super. Et bon, je sais pas, voilà, après, je veux dire peut-être merci à Glénat d'avoir eu le courage aussi de sortir les histoires dans ce sens-là, ou d'avoir accepté ce que les auteurs voulaient en faire. Mais c'est vrai que tu pars d'un tome qui te parle juste de l'histoire d'un roi avec Un petit con. Ouais, un petit con, quoi. Et au fur et à mesure, ça se densifie. Ouais, non, franchement, là, sur ce point de vue-là, j'ai vraiment été bluffé. L'univers est très riche et super intéressant. Sur le dessin, je suis un peu moins fan. Voilà. J'ai un peu moins kiffé au niveau du dessin. Peut-être que je préférais, on va dire, le côté nature. Le côté château m'a moins... Ouais, tu veux dire de l'ambiance de ce tome. Ouais. Tu préférais l'ambiance dans la nature des deux précédents tomes. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus chez les humains. Ça m'a moins plu. Mais bon, après, au niveau des couleurs, ça donne vraiment une chaleur et vraiment une patte. Il y a toujours... Enfin, tu les reconnais, quoi. Dès que tu vois une case ou une page, j'ai dessus que c'était du... Planescape, ouais. Voilà. Et puis même, en plus, il y a du dynamisme, des scènes d'action. Alors que souvent, dans ce style graphique-là, tu as des scènes d'action qui marchent pas. Ça fait pas si jeune que ça, en fait. Comme tu dis, c'est du Cho, mais c'est du Cho vachement évolué, quand même. Il y a des thématiques un peu... ça parle un peu de cul, ça parle un peu de... Non, mais c'est bien. Des thématiques assez... Voilà. Il faut former la jeunesse, monsieur. Ouais, sans être vulgaire, hein, mais c'est toujours... voilà. Bon, là, maintenant, donc, on va tomber à Tizak, qui se ronge le doigt, c'est mauvais signe. Non, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les trois tomes sont relativement indépendants. Quelque part, ça sort dans cet ordre-là, ça aurait pu sortir dans un ordre différent. Les deux premiers tomes nous mettent l'eau à la bouche sur un aspect nature et un peu fantastique, féerique. Ce troisième tome, certes, on a un élément... immense et très fort qui montre qu'on est toujours dans quelque chose de fantastique, mais on est quand même très ancré chez les humains, très dans quelque chose de politique, dans les relations filiales, dans les successions au trône, dans l'accession au pouvoir, dans les petits coups de pute à droite à gauche, etc. Côté Game of Thrones. Oui, light, mais c'est ça. Light. Pas si light. Oui, non, mais quand même aussi. Par contre, il y a un trait commun quand même, c'est la sexualité qui était déjà abordée dans Masha. Qui là est abordé sous le versant homosexuel. Il y a trop peu, je trouve, de fil conducteur entre les trois tomes. Voilà, moi c'est ce qui me dérange.
c'est une bonne BD, c'est un bon élément, c'est un bon opus, mais c'est pas un opus en réalité. C'est presque un one shot. Et moi, c'est ça qui me dérange un petit peu là-dedans, c'est que je trouve que ça manque de liant entre les tomes. Moi, je trouvais que c'était ce tome qui le créait, justement. Parce que pour le coup, on a les conséquences de ce qui se passe dans Bran, et avec ce qu'on sait sur les créatures féeriques quand on est dans Macha, on arrive à saisir plus d'enjeux derrière. Ouais, mais quelque part, tu attaques directement par ce tome, ça te choque pas plus. Si t'as pas lu Bran et t'as pas lu Macha, il te manque pas grand-chose. Si tu lis Macha sans avoir lu Bran, il te manque pas non plus. Ah non, ça reste lisible indépendamment, mais je trouve que là, il commence à mettre... Tu vois, quand tu arrives à la fin de celui-là, tu te dis, oh, dans le prochain, ça y est, ils vont tout recouper. Alors, je sais pas s'ils le feront, mais c'est l'impression que ça donne, quoi. C'est... Voilà. Donc oui, toi, tu as trouvé un peu ce Moi, manque de liant. c'est ça que je trouve dommage. Après, ça reste une bonne bande dessinée. Hein. Moi, j'adore le dessin. Il n'y a pas d'ancrage ou très peu d'ancrage. On est quasiment que sur de la couleur, du travail sur la lumière, du travail sur les cadrages, etc. Ça marche très très bien. Effectivement, comme tu le disais, c'est assez dynamique. De temps en temps, notamment dans le dynamisme, ça manque un petit peu de précision. Il y a des petites choses qui sont pas précis pointues, mais c'est très bon. Ça marche très bien. Notamment pour le côté enfant, parce qu'encore une fois, vous l'aviez dit, c'est une collection enfant. Maintenant, voilà, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à un liant. Est-ce qu'il y aura un 4e tome ? J'en sais rien. J'ai cherché des infos, j'en ai pas trouvé. Ouais, je me souviens qu'on avait lu Bran, on s'est dit « Oh, j'espère qu'il y aura un 2e tome !» Et il n'y avait aucune info. Et le 2e tome est sorti, on a dit « Mais c'est pas la suite des aventures de Bran !» Moi, j'avais en tête que c'était un triptyque. Hein. Alors après, je me plante peut-être. Là, tu arrives à la fin, il y a une suite mais obligée, voilà, on est bien d'accord. C'est le premier avec une fin ouverte comme ça, d'ailleurs. Hein. Oui. Mais voilà, moi, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à tout ça. Donc effectivement, si un 4e tome, je vais pas bouder mon plaisir. Et j'irai taper dans le 4e tome, mais en espérant vraiment qu'enfin, on va avoir quelque chose qui relie de manière plus forte les 3 premiers tomes. Donc tu réserves un coup de cœur potentiel pour un 4e tome, quoi. Potentiellement. Ouais. Bien. Il faudra quand même qu'il soit très bon. Ok. Là, je sais pas ce que t'as envoyé. Là, t'as envoyé le jingle en fait, mais j'avais pas mon casque, donc je crois que j'ai pas tu entendu. l'as pas entendu, d'accord. Tu vois, tu fais aucun effort. Mais non, il écoute Johnny. Il peut pas tout faire. Écoute, Johnny, tu vois, non, mais j'ai mon casque, je comprends pas. Ouais, c'est ça. J'ai mon casque. Alors, Batman, donc Marinière, par Jean-Paul Gaultier. Enrico Gauthier. Les joies du correcteur automatique dans le conducteur. Donc Batman, donc par Marini, donc c'est DC, Emma et Dargo, donc qui ont fait ça, donc le Dark Prince Charmant, le Prince Charmant au côté obscur, le tome 2/2, la fin de l'histoire donc de Marini. Alors, bon, je vais pas revenir sur les bons côtés que j'aime, c'est-à-dire le côté graphique qui déchire sa race et qui envoie du lourd et qui fait que... Bien sûr, au dessin Marini. Mais surtout, c'est la couve. Moi, la couve qui m'a quand même vachement plu, parce que c'est que le Joker, quoi. Il n'y a que lui. Il n'y a pas Batman. Il n'y a rien de Batman. C'est comme si le Joker, là, il était prêt à lui faire un petit sourire, tu vois, un petit cadeau. C'est une couverture qui répond à la première couve. Hein. Totalement. À son vis-à-vis. Maintenant, est-ce que j'ai été... est-ce que ça m'a plu ? Je vais pas faire le pitch, parce que bon, si. Si, petit pitch, Je crois qu'on est là pour ça. en fait. Rappelle Petit le... pitch, Oui, ouais, voilà, on est là pour ça. Tu veux une brioche ? Non, un petit pitch. On n'est pas là pour écouter Johnny, monsieur. Ok. Bon, mais donc on est dans l'histoire de Batman, que s'est approprié Marini, où on a un Bruce Wayne qui est poursuivi pour une petite reconnaissance de paternité, soi-disant une fille dans fin fond de Gotham, un jour a rencontré Bruce Wayne, s'est fait mettre en cloque, et la fille qui a désormais, je crois, une dizaine d'années, est la fille de Bruce Wayne. Et elle a attaqué donc Bruce Wayne pour gagner un maximum de millions. Sauf que la fille s'est fait kidnapper par le Joker. Et là, forcément, Batman, même s'il dit que non, ce n'est pas ma fille, il va essayer de remuer les terres pour sauver la jeune et petite fille. Mais il a un doute quand même. Là, il a un doute. Parce qu'en fait, la barmaid, il la connaît en fait. Il est déjà allé dans ce bar. Un soir où ça allait pas bien. S'il a un doute, ça veut peut-être dire quand même qu'il se l'est tapé. Et s'il a un doute, ça veut dire que... Au moins, il se l'est tapé. Ou alors il avait bu, il s'en C'était souvient peut-être pas. une période de sa vie où il avait la braguette facile, quoi.
c'est Bruce Wayne. Bon, et donc du coup, Bruce, forcément, bon, lui ne fait rien, mais par contre, Batman, lui, va forcément taper sur la gueule d'à peu près tous les méchants de Gotham pour essayer de retrouver où pourrait être... Toc 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 dans ta gueule. Tu sais où est le Joker? Voilà, pour eux des informations, mais ça avance difficilement. Après, je vais pas vous faire la fin, mais on a quand même... non. Hein Non, je peux pas être plus près en fait. Ouais, non, c'est bien, vas-y, continue. Graphiquement, c'est magnifique. Scénaristiquement, c'est pas de ouf. C'est entendu, on sait où on va. Il y a un petit twist final qui allait. C'est un petit peu comme si vous mettez du yuzu dans un petit plat. Ça va mettre un petit coup de peps. Mais ça fait pas un peps qui va vous faire quand même dire waouh, j'ai lu un truc de ouf. J'ai vu un truc de ouf, oui, mais je n'ai pas lu un truc de ouf. Moi, bah pareil, hein, c'est toujours la même. C'est comme le tome 1, hein, je vais pas trop m'apesantir là-dessus. Le dessin de Marini est superbe. On a une interprétation des personnages que j'aime bien, où il se fait plaisir. Maintenant, voilà, c'est comme le tome 1. On est sur une histoire qui est censée être hors continuité, mais qui n'apporte aucun angle intéressant. On est sur une interprétation des personnages qui est hors continuité. Et en fait, il aurait pu très bien mettre cette histoire dans la continuité, ça aurait posé aucun problème. Il aurait dû changer 2-3 petits détails à la con, parce qu'il s'est approprié les personnages quand même. Hein. Mais pour moi, si tu écris une histoire sur un personnage aussi emblématique que Batman, et où tu as un peu les pleins pouvoirs, il faut que tu trouves un angle d'approche qui fera que ton histoire va aller chercher quelque chose d'intéressant sur le personnage. Est-ce qu'il avait vraiment les pleins pouvoirs? Je suis pas... Bah, je sais pas, mais là, on a l'impression soit qu'ils lui ont dit « Ah oui, non, mais Batman, en fait, tu peux pas faire ce que tu veux. » Mais bon, ils en ont fait des tonnes d'histoires de Batman dans un univers parallèle où il faisait ce qu'il voulait. On a eu Batman vampire, on a eu Batman steampunk, on a eu des Batman à toutes les sauces. Batman à la plage. Et je trouve que ça manque. C'est un peu dommage. Parce qu'on a d'excellentes qualités graphiques. C'est bien écrit. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais ça apporte rien au personnage, quoi. C'est juste, tiens... disons, finalement, ouais. je dirais presque que les personnages secondaires sont plus intéressants. Le clown qui fait partie de la bande du Joker, je le trouve plus Ouais, c'est pertinent. un petit personnage secondaire rigolo. Oui, mais qui effectivement. est peut-être plus pertinent finalement que le Batman. Oui, oui, c'est dommage quand même. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, j'étais pas trop en amour sur le premier déjà. Je suis encore moins en amour sur le deuxième. Les faiblesses scénaristiques m'ont fait sortir rapidement du bouquin. Je l'ai fini. Le petit twist final avec la planche pleine page m'a beaucoup plu. Et c'est peut-être sur l'ensemble des pages des 2 tomes le seul moment où j'y ai vraiment pris du plaisir. Si on enlève, et je vous rejoins complètement, le gros clown, qui a un côté décalé, blasé, le petit gros clown, ouais. Il a un côté blasé, décalé, et notamment décalé dans l'univers du Joker. Voilà, je trouve que c'est le personnage intéressant. Bon, pour le reste... Oui. Nul et non avenu, quoi. La dernière planche m'aurait presque dit que Johnny Depp aurait pu faire un bon Joker. Non, il y a un côté Johnny Depp dans le Jared Leto, ouais. définitivement. Donc voilà, moi vraiment les faiblesses scénaristiques pour moi sont catastrophiques là-dessus. Il n'y a rien d'intéressant, quoi. Il n'y a rien d'intéressant sur le scénario. Et le dessin, il y a des planches que je trouve superbes, et il y a des planches, et notamment au niveau du dynamisme, où je trouve ça faible aussi. Sur les plans éloignés notamment. Et bon, bah voilà quoi. Vous m'avez présenté Marini comme waouh, tu vas voir le dessin. Bon, bah écoute, très honnêtement, j'en fais pas des folies. Je dis pas que c'est mauvais, attention. Ouais, mais tu apprécies pas. Après, je dis juste que j'en fais pas des folies. Il y a des planches fixes, et notamment les couves, qui sont absolument magnifiques. Je reviens encore une fois sur la dernière page qui est plein cadre, pleine page, qui est très jolie aussi, très belle. Il y a vraiment de très belles choses. Et puis de temps en temps, il y a des choses au passage où ça fait pas un album complet, quoi. Alors quand on rajoute les faiblesses scénaristiques, certains petits trous au niveau du dessin, certains cadrages qui sont gaufriers ultra classiques, machin,
Bon, voilà. Honnêtement, s'il y a des gens qui doivent aller lire du Batman, je vais leur dire, franchement, allez acheter du Batman Saga plutôt que d'acheter les 2 tomes de Marini. Très honnêtement. Pas faux. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? Oui, non, c'est d'accord. C'est pas un bon Batman. La cour des hiboux est plus intéressante. C'est exactement ce que j'allais prendre comme exemple. Allez taper dans la cour des hiboux, c'est les Batman 50 fois supérieur. les Batman quoi. et Robin, là, qui était très très bon aussi de Tomasi, qui était excellent et qui se lisent très bien. Non, effectivement, ça n'apporte pas grand chose à l'univers et c'est dommage. Bon. Tu voulais mettre un coup de cœur, Mathieu ? Bah non, parce que j'ai dit à peu Non, près il a pareil dit à que peu vous. près pareil, on est tous d'accord. Bon, et bien, sur ce, je crois qu'on a fini cette émission. Eh Nous pouvons remercier Johnny. le sosie vocal de Johnny pour nous avoir complètement accompagné égayé ce soir. Merci à lui. Ouais, mais Il a fait non, mais en une même très temps, belle il a fait performance. perdre un peu Mathieu de temps en temps. Ouais. Il était plus sur Johnny que sur nous, quoi. Ouais, je sais. Non, mais ça veut dire qu'il faudrait que je m'achète un vrai casque. C'est ça, Ouais. le truc. Il faut qu'on dise vraiment des trucs plus un vrai intéressants. album de Johnny. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles sur les différents réseaux où vous pouvez nous écouter, iTunes, Podcast Addict, etc. Même sur Deezer, je crois qu'on est. On peut nous écouter sur on Deezer, est partout, mec. quoi. Ouais, je On est crois bien. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter, sur OneAPA ou sur le Facebook de La Voix des Bulles et puis sur différents autres réseaux sociaux. Merci à tous. On espère que vous passez un très bon été et on espère que vous allez nous écouter en plein mois d'août parce que nous revenons encore pour une ultime émission pour cette saison au mois d'août car on est des fous. Le mois suivant, oui, Et le podcast peut-être- revient. Il est toujours vivant. Peut-être qu'il y aura un peu de changement pour la prochaine saison. Voilà. Podcast revient. Le podcast Ok. Bien, c'est bon, on Bah, on se dit va à aller bientôt, l'achever. Ouais. Allez, bientôt. Ciao.